Parti démocratique de Côte d'Ivoire ont approuvé hier l'appel de Daoukro à l'issue du 5e congrès extraordinaire du PDCI. Dans l'actualité également, l'émissaire du président tchadien chez le Premier ministre, audience qui se situe dans le cadre des préparatifs du prochain sommet du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Le ministre des Eaux et Forêts face à la presse, Mathieu Babodare, a évoqué les mesures prises par le gouvernement pour protéger les forêts ivoiriennes. Il a surtout expliqué le nouveau code forestier. Et enfin, cette interrogation. Quelle couverture médicale pour la population ivoirienne? Pour répondre à cette préoccupation, un invité ce dimanche, Karim Bamba, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, l'organe chargé de gérer et de réguler le système de la couverture maladie universelle. Bonjour à tous. Un mandat de 5 ans est insuffisant pour un président de la République pour réaliser le programme qu'il a proposé. Il lui faut dès lors un second mandat. C'est l'essentiel du message d'Henri Konan Bédié hier au 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA au Palais des Sports de Treichville. Le président du PDCI a donc demandé de soutenir l'actuel président pour briguer un second mandat à la tête du RHDP. Les temps forts avec Gabriel Zani. Konan Bédié est entré dans le palais des sports de Treichville en triomphe, acclamé et honoré par des dizaines de milliers de militants. Triomphe car le 5e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, tenu ce jour, est l'aboutissement d'un engagement politique pris en septembre 2014. L'appel à soutenir la candidature d'Alassane Ouattara au sein de l'Alliance des oufouettistes, le RHDP. Un engagement réaffirmé dans son discours d'orientation du Congrès, malgré les protestations dans la famille PDCI. Conscient qu'un mandat de 5 ans est insuffisant pour un président de la République pour réaliser le programme qu'il a proposé, j'ai demandé au PDCI-RDA d'abord et aux autres membres de notre alliance de se mettre en mouvement pour soutenir le président Alassane Ouattara pour ce second mandat. La grand-messe de ce samedi 28 février est consécutive au pré-congrès éclaté dont les résultats et recommandations ont été présentés en conclave loin des regards des journalistes. Soutien et engagement à suivre le président dans son choix ont été les conclusions des congressistes. Le congrès se tient à un moment charnière de la vie de la nation qui sera marqué par l'élection présidentielle d'octobre 2020. Je voudrais exhorter nos militants et militantes à traduire dans les urnes le soutien à l'appel de Daoukro. Pour son mot de fin, Henri Konan Bédié a soutenu que le PDCI n'est pas à brader. On ne brade pas un héritage politique comme le PDCI. Vous avez été nombreux à apporter votre soutien à l'appel de Daoukro, devenu désormais un appel historique. Allons à présent à la convention du RHDP en rang serré, unis et dans le même état d'esprit de cohésion du parti pour désarmer les frondeurs. Nous continuons notre combat. Toutefois, nous ne perdons pas de vue l'alternance politique de 2020 qui doit ramener le PDCI au pouvoir d'État. L'appel à l'union au sein du RHDP a émaillé tous les discours selon le thème retenu pour ce congrès, consensus pour gouverner ensemble pour la paix, la justice, la réconciliation et le développement durable. Plus de 98% des militants approuvent l'appel historique de Daoukro. Des militants qui ont salué cette décision du président Bédié qui est de soutenir le président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Leur réaction. Le président Bédié l'avait dit déjà le 17 septembre 2014
Mais il n'a pas voulu aller seul sur cette décision. Il a demandé que de façon démocratique nous nous prononçons et ceci vient d'être fait par rapport à cette résolution importante. Le candidat du RHDP sera le président Alassane Ouattara et nous allons le soutenir, nous allons faire de sorte qu'il puisse gagner ces élections-là et qu'il passe haut les mains. Et n'oubliez pas que l'alternance, comme l'a dit le président, c'est en 2020. Aujourd'hui, l'appel d'Aoko est officiel. Le président Ouattara sera donc le candidat du PDCI-RDA. Mais au-delà de la satisfaction, c'est le message porté à la jeune génération de faire en sorte qu'en 2020, l'alternance soit donc en faveur donc, du PDCI-RDA. Nous sommes convaincus que c'est cet appel qui va faire la stabilité politique de ce pays et également la stabilité de tout le pays. Parce que sans stabilité, nous ne pouvons rien. Vous avez vu que ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont pris part et 6 personnes seulement ont dit non. Donc la mobilisation, c'est de notre côté et le président a lancé un appel à l'endroit des frondeurs irréductibles afin qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Ce sont les enfants d'Oufoué qui se retrouvent. Il n'y a pas à calculer. Tout le monde ne peut pas occuper le fauteuil présidentiel. Donc faisons en sorte que nous jouons tous franc jeu et que celui que nous allons mettre là, que nous l'aidions à aider la Côte d'Ivoire et à nous aider. Tous sont d'accord que personne n'ira au nom du PDCI aux élections, à part celui qui a été choisi par le parti. Et celui qui a été choisi est le président Alassane Ouattara. En tout cas, c'est ce que Maurice Kakou-Gikawe, chef du secrétariat exécutif du PDCI, a dit sur notre plateau hier à 20h. Extrait. À partir de ce soir, le candidat du PDCI-RDA s'appelle Alassane Ouattara. Ainsi en a décidé le Congrès, l'organe suprême du parti. Toute autre personne ne peut pas se prévaloir d'être candidat du PDCI-RDA, même si elle est militante, parce que le Congrès ou la Convention ne l'a pas choisi. Et nous avons, bon, s'ils disent son PDCI qu'ils vont utiliser les logos, nous avons déposé le logo à l'organisation de la propriété intellectuelle. Donc nous sommes couverts par la loi. Donc nos juristes agiront le moment venu. Mais je leur conseille de ne même pas s'amuser à se dire candidat du PDCI-RDA parce que nous aviserons. Non, mais nous sommes fidèles aux enseignements du président Houphouët. Le PDCI est avant tout un parti de dialogue et c'est inscrit dans nos statuts. Malgré le fait que le Congrès ait avalisé le projet du président Arikona Bédié, même si les autres ne sont pas nombreux, même si la majorité écrasante est avec nous, il faut que nous continuions le dialogue. C'est pour cela que de façon libre, ça n'a pas été une obligation. Le président a demandé de mettre en place un comité de médiation qui a commencé à faire son travail. Ce que moi je peux demander aux uns aux autres, c'est d'avoir le bon temps de mettre bas la terre et de ne pas être méprisant. Voilà, Maurice Kakou-Gikawe sur le plateau du journal télévisé de 20h hier. Et vous l'avez entendu dire, celui que le PDCI a choisi est le président Alassane Ouattara. Changeons de sujet pour dire que le Premier ministre a accordé une audience hier à l'émissaire du président tchadien au centre des échanges, les préparatifs du prochain sommet des chefs d'État du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, prévu en mars à Bamako, nous dit Alexis Ouedraogo. Faire front ensemble contre l'avancée du désert, c'est la mission du CILSS, entendé Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. L'organisation qui regroupe les pays du Sahel et une partie de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, tient en mars prochain à Bamako le sommet des chefs d'État. Objectif, trouver des solutions pratiques aux problèmes de sécheresse dans ces régions, surtout pour le secteur de l'agriculture. L'agriculture occupe une place très importante. Et aujourd'hui, par exemple, la question du changement climatique ne fait jamais cesser de parler. La région Afrique a déjà mis en place, aussi c'est à 40 ans. Depuis 40 ans que nous avons commencé la lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Et si aujourd'hui on parle de changement climatique, c'est des effets pervers de cette sécheresse-là. Et donc le CILS devient de plus en plus important parce que c'est un cadre d'échange où les pays de la sous-région doivent définir leurs priorités et porter cette voie également au niveau le plus élevé pour que
les priorités de la sous-région, qui seront l'ensemble des priorités nationales, puissent être consolidées et être exposées ou évaluées où que ce soit. Le Mali, qui accueille cette édition 2015 du sommet, devrait en prendre d'office la présidence tournante. Intéressons-nous au rendez-vous du gouvernement. Le ministre des Eaux et Forêts, face à la presse, Mathieu Babodari, a évoqué les mesures prises par le gouvernement pour protéger les forêts ivoiriennes. Il a surtout expliqué le nouveau code forestier. Depuis bientôt une décennie, la Côte d'Ivoire perd 200 000 hectares de forêt par an. Le pays a vu en un siècle disparaître 80% de sa forêt dense. De nombreuses espèces fauniques ont disparu ou sont menacées de disparition. À cela s'ajoute la pollution et l'assèchement de plusieurs cours d'eau. Cette dégradation continue des ressources en forêt, faune et eau a été amplement dépeinte par le ministre des Eaux et Forêts. À ce jour, la superficie de la forêt dense, naturelle et luxuriante couvre à peine 6% du territoire national. Quand le taux de couverture minimum conseillé par la communauté internationale est fixé entre 20 et 30%. Au niveau de la faune, de nombreuses espèces ont totalement disparu ou sont menacées d'extinction avec des taux de disparition compris entre 90 et 98%. La perte du couvert forestier ne permet plus une recharge suffisante des nappes souterraines avec comme conséquence la difficulté pour les fourrages d'accéder à la nappe d'alimentation. Les États généraux de la forêt, de la faune et de l'eau doivent définir une nouvelle politique de gestion durable de ces ressources. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a salué ce processus avant de donner le coup d'envoi des activités. Les répercussions de la dégradation des ressources naturelles que vous avez si justement décriées sont ressenties dans tous les autres secteurs d'activité. C'est pourquoi la démarche d'États généraux impliquant l'ensemble des parties prenantes pour aboutir à des solutions collectives me paraît la voie idoine pour trouver des solutions concertées à ce fléau. Je déclare ouverts les États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Ces travaux vont se dérouler en 3 phases. La première va être consacrée à compter de juin 2015 à un forum sur l'état des lieux de la forêt, de la faune et des ressources en eau. La deuxième à l'élaboration du plan de développement stratégique 2016-2040 et la troisième phase à une table ronde des partenaires techniques et financiers. Tous ces efforts devraient concourir à la renaissance d'une Côte d'Ivoire verte et luxuriante. Voilà, c'était un reportage de Maïsako. En économie, les ports de San Pedro et d'Amsterdam, Pays-Bas, ont conclu récemment un partenariat pour intensifier leur coopération dans divers domaines. En fait, la signature de cet accord cadre est le couronnement d'une mission économique des opérateurs néerlandais sur la plateforme portuaire de San Pedro, Guy-Roger Nguessan et Alvorassa. Les ports de San Pedro et d'Amsterdam consolident par la signature de cet accord une coopération de plusieurs décennies. Respectivement leaders au niveau mondial de l'exportation et de l'importation du cacao, ces ports vont à travers ce nouveau partenariat échanger leurs expériences en matière de développement durable appliquées aux activités portuaires, de sûreté, de sécurité et de logistique portuaire. Nous venons de signer un mémorandum, de signer un accord cadre. Cet accord-là va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. En plus de ce partenariat-là, c'est une ouverture qui se fait dans une collaboration qui pourrait s'ouvrir avec des acteurs qui sont ici présents. Merci beaucoup pour la confiance en notre partenariat, car c'est une continuation, quand nous avons déjà une relation forte au terme de relations commerciales. Et nous aimerions bien, ensemble avec toute la communauté des entreprises d'Amsterdam, nous aimerions bien de continuer cette relation, de renforcer la relation pour renforcer le moteur d'économie de Côte d'Ivoire. Cet accord couronne la visite d'une mission économique néerlandaise sur le deuxième port de Côte d'Ivoire. À la tête de cette délégation des 20 entreprises, Hans Docter, ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, a souligné l'intérêt de ces opérateurs économiques pour le projet d'extension du port de San Pedro et pour l'investissement dans la production du cacao et l'amélioration de la qualité.
Le port autonome de San Pedro a multiplié par 4 de 2010 à 2014 son taux de trafic passant de 1,2 million à près de 4,8 millions de tonnes. Les perspectives de nouvelles collaborations seront des atouts pour la consolidation de sa croissance. Dans 4 jours, le président Alassane Ouattara sera dans le district du Bassa-Sandra. Pour la réussite de cette visite d'État, le premier magistrat de la commune de San Pedro mobilise les populations sur place. Victorien Angwa. Mobilisation des cadres, chefs traditionnels Kroumen, Bakoué et Ouéné, associations de femmes, leaders politiques et communautaires pour accueillir le président de la République le 4 mars prochain à San Pedro. Ils ont répondu ce jeudi 26 février à l'appel du député-maire Bouekanabo Clément au centre culturel municipal de la ville. Venus de Grabo, Tabou, Grand Bérébi et de Sassandra, tous disent leur satisfaction de recevoir le numéro 1 ivoirien. Et promesse a été faite au maire de lui réserver un accueil chaleureux. Le Front populaire ivoirien est un parti politique de la République de Côte d'Ivoire. Je suis républicain. Le président de la République arrive. Il n'y a pas de raison qu'un républicain ne soit pas présent. Les militants du FPI seront là, déclare Clébegré Laurent. Et au fédéral FPI de saluer le député-maire pour ses actions de paix et de développement dans la région. San Pedro veut émerger, la visite du chef de l'État rassure, en témoignent les grands chantiers en cours, renchérit le représentant des cadres, Sognon Jonas. Le maire confirme que le président de la République arrive à San Pedro pour démarrer les grands travaux de développement. Alassane Ouattara, il faut le rappeler, a commencé la campagne présidentielle en 2010 par San Pedro. Et le maire Clébé Julien émet le vœu de voir retenir dans le programme du chef de l'État l'étape de Dabou. Avant cette visite d'État qui démarre le 4 mars, le président va inaugurer demain lundi 2 février la station de traitement d'eau de Bonois. La mer constitue une menace pour les populations de la région de Grand Laou. 12 villages à Vikam situés dans cette région ont de véritables soucis avec l'avancée de la mer. Pour réfléchir sur la question, les chefs traditionnels se sont retrouvés. Ces chefs souhaitent notamment la délocalisation dans l'immédiat de certains villages tels que Laoupanda sur un site identifié de 5000 hectares plus propice à leurs activités. Serge Collier. Les populations des 12 villages et les chefs de terre de l'île Avikam sont depuis quelques années menacés par l'érosion côtière. Avec l'avancée de la mer, les terres cultivables pour développer l'agriculture s'amenuisent, mettant à mal la sécurité alimentaire des villageois. Plus grave, l'espace habitable se réduit considérablement. Pour remédier à cette situation, le collectif des chefs de village, au cours d'une assemblée générale, a exprimé sa volonté de délocaliser le village sur un espace de 5000 hectares de terre, un site exploité pendant des années par une entreprise désormais fermée. Les différents responsables des villages ont indiqué que cet espace aujourd'hui abandonné se meurt. Ils entendent donc informer les autorités et solliciter leur soutien pour obtenir des semences et des boutures de manioc. Les villageois espèrent surtout le lotissement de cet espace de 5000 hectares de terre en vue du déplacement de l'ancien village de Laoupanda qui est le plus menacé par l'avancée de la mer. Les différents villages ont marqué leur soutien aux actions du président de la République et à l'appel de Daoukro. Les populations souhaitent voir le chef de l'État continuer sur cette lancée pour amener la Côte d'Ivoire à l'émergence à l'horizon 2020 pour le bien-être social de tous les Ivoiriens. Voilà, nous revenons sur cette brève. Avant la visite d'État qui démarre le 4 mars, le président va inaugurer demain lundi 2 mars la station de traitement de l'eau de Bonois. Le FESPACO, ce rendez-vous de promotion du cinéma, note la présence d'une forte délégation interministérielle ainsi que des réalisateurs et cinéastes. RTI Distribution est également présente pour promouvoir les productions audiovisuelles de la Côte d'Ivoire. Ambiance et commentaires, Serge Collier. La Côte d'Ivoire se rend au 24e FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, avec 8 productions, dont 4 en compétition.
La délégation ivoirienne, composée du ministère de la Culture et de la Francophonie et du ministère de la Communication, entend mettre ce rendez-vous africain du cinéma à profit pour vendre le 7e art ivoirien, mais aussi pour profiter de l'expérience d'autres pays. RTI Distribution sera présent au FESPACO pour présenter ses séries télévisées. C'est vrai que c'est un volet un peu différent du volet cinéma qui est primé au FESPACO, mais nous, ça nous permettra, étant donné qu'il y aura un certain nombre d'acteurs importants du secteur de l'audiovisuel, de pouvoir montrer un petit peu ce que la RTI propose aujourd'hui en matière de films, promouvoir la production audiovisuelle et puis tout simplement se positionner comme, encore une fois, le hub sous-régional. Nous allons procéder par des rencontres professionnelles sur le site et après ces rencontres, nous allons avoir aussi des visites de sites de tournage là-bas, des visites de cinéma qui ont été rénovés pour voir un peu leur expérience et nous en inspirer pour que le cinéma en Côte d'Ivoire puisse reprendre son envol. Le 24e FESPACO se tient à Ouagadougou du 28 février au 7 mars prochain. Et comme nous sommes le dimanche, nous allons parler religion. Ils étaient plus de 5000 fidèles à faire le déplacement à Toukouzou, aux Alem, dans le département de Grand Laou, pour participer à la 7e séance de prière qui met fin au carême des fidèles de l'église Papa Nouveau de Côte d'Ivoire. Ce sont au total 7 grandes prières intensives qui ont été dites à Toukouzou, aux Alem. Regardez. Toukouzou, aux Alem, dans le département de Grand Laou. Des fidèles de l'église Papa Nouveau, tout de blanc vêtus, dans une procession, chantent les louanges de Dieu. Comme chaque année, et ce, depuis 14 ans maintenant, plusieurs milliers de personnes se rendent dans ce village à la recherche de longévité, de prospérité, de bonheur, de richesses spirituelles et matérielles, entre autres. C'est la fin des séances de prière des fidèles de l'église qui constitue le temps de carême entamé depuis le 1er février dernier. Ce carême est caractérisé par 7 séances de prière qui ne sont dites qu'à Toukouzou, aux Alem. Le prophète Papa Nouveau, qui dans le cadre de par rapport à ses dons de d'ubiquité où il fait des voyages célestes, arrive dans un monde donné où il constate qu'il n'y a pas de cimetière. Donc il posait la question de savoir, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas de cimetière dans cet endroit? Les gens disent non, parce qu'ils observent un modèle de carême qui leur permet donc de ne pas mourir, de vivre éternellement. Le messager du prophète Papa Nouveau saisit cette occasion pour demander aux Ivoiriens d'effectuer le déplacement à Toukouzou pour recevoir leur part de bénédiction. Il appelle également la classe politique ivoirienne à des élections apaisées en 2015. Je demande à tout le monde d'avoir l'amour de son prochain et que les élections se passent bien. Le carême de l'église Papa Nouveau est une convention annuelle. Il peut concerner toutes les confessions religieuses et ne fait pas obligation de privation de nourriture. Pendant tout le mois de février, les fidèles de l'église Papa Nouveau se vêtissent de blanc. Reportage signé Thérèse Tapeyoboué. Dans le domaine de la santé, Abidjan accueille depuis la semaine dernière l'arrivée de plusieurs experts du domaine de la chirurgie issus de 15 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Ces experts sont à l'œuvre et interviennent en faveur des populations gratuitement à l'hôpital protestant de Dabou. Le compte-rendu de Patricia Omouetia. Plus de 300 personnes bénéficient actuellement d'opérations chirurgicales gratuites à l'occasion de la 55e conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens. Des prestations de soins, notamment des consultations et des actes chirurgicaux, sont pratiquées par ces experts nationaux et internationaux au profit des malades à l'hôpital général de Port-Boué et à l'hôpital protestant de Dabou. Le programme se poursuit. Déjà hier, 20 malades ont été opérés. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine encore qui est programmée, sinon un peu plus. Nous sommes là afin de pouvoir réaliser des interventions chirurgicales gratuites pour toute la population. Plusieurs pathologies sont concernées, l'ophtalmologie, la gynécologie, la chirurgie. L'initiative est la bienvenue parce que ça a permis à nos parents qui ne travaillent pas comme nous, ça les a permis vraiment à venir se faire opérer. Ces actes de portée sociale s'étendent sur une semaine pour prendre fin ce dimanche. Outre le volet social, le collège a procédé à l'installation de la section ivoirienne du Collège des chirurgiens ici à la faculté de médecine d'Abidjan.
Il y a deux axes qui sont reliables à l'enseignement, qui, pour les plus jeunes, donnent les rudiments d'excellence de la pratique chirurgicale, y compris la notion éthique et même la gestuelle chirurgicale. La cérémonie officielle de la 55e conférence annuelle du Collège ouest africain des chirurgiens se tiendra à Abidjan le 1er mars prochain. Cette conférence a pour thème chirurgie, santé et développement. C'est la porte ouverte au magazine du dimanche qui parle santé, santé des populations. Et notre préoccupation aujourd'hui, c'est quelle couverture médicale pour la population ivoirienne? Avec nous, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Merci, monsieur le directeur général, d'être là. Bonjour. Monsieur le directeur, c'est en mars 2014 que la Côte d'Ivoire a voté une loi créant la couverture maladie universelle, la CMU. Qu'est-ce que la CMU donc? Merci. Avant la loi, je voudrais rappeler que la couverture maladie universelle, en abrégé CMU, est née de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a l'ambition de faire en sorte que l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire puissent bénéficier de soins de santé de qualité à moindre coût. Donc le législateur a rendu, n'est-ce pas, cette ambition réelle par le vote de la loi du 24 mars 2014 et à travers les dispositions de cette loi, la couverture maladie universelle comprend deux régimes. Un régime dit contributif ou régime général de base à raison de 1 000 francs CFA par mois et par personne. Et un second régime dit régime d'assistance médicale qui lui est non contributif mais dans lequel et qui est adressé aux populations dites démunies, aux populations économiquement faibles et dans lequel l'État se subroge à ces personnes dans le paiement des cotisations. En gros, il faut retenir que la CMU, en fait, n'est pas gratuite. Elle coûte 1 000 francs CFA par personne et par mois. Quelle différence faites-vous entre la couverture maladie universelle et l'AMU, l'assurance maladie universelle? Merci de cette question. Je vais profiter de cet instant d'antenne pour clarifier, pour mettre fin définitivement à ce débat qui, à mon sens, n'en est pas un. L'assurance maladie universelle, AMU, la couverture maladie universelle, CMU, ont le même objectif, permettre à nos populations de pouvoir se soigner décemment et à moindre coût. La différence majeure se trouve dans la démarche. La différence se trouve dans la démarche. Alors qu'au niveau de l'AMU, la conception avait prévu une centralisation de la gestion à travers 3 grosses institutions, mais au niveau de la CMU, il est prévu une institution légère de pilotage et de régulation qui va déléguer certaines de ses fonctions essentielles à tous les partenaires qui existent déjà dans notre pays et dont c'est le métier. Voyez. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans le souci d'offrir une couverture sociale à l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire que le gouvernement a initié un système de couverture maladie universelle. Objectif, permettre à la population de bénéficier de la protection sociale qui est jusqu'à ce jour réservée qu'à 10% de la population, nous dit Sita Soro. Débutée en décembre 2014 par l'enrôlement du président de la République Alassane Ouattara, la couverture médicale universelle CMU veut offrir une couverture sociale aux populations ivoiriennes. Sa mise en place va donc permettre aux populations défavorisées de se soigner à moindre coût dans les différentes structures sanitaires du pays. Elle prendra en grande partie en charge les consultations médicales et les soins infirmiers, ainsi que certains médicaments, examens et actes hospitaliers. Il sera question pour chaque assuré de contribuer à hauteur de 1 000 francs CFA par mois. Le patient ne s'acquittera que de 20 à 30% du coût des prestations. Les premiers bénéficiaires de cette couverture sont les fonctionnaires, les travailleurs du privé, les retraités et les producteurs d'EVA et des palmiers à huile. Dès 2016, l'État prendra en charge les populations vulnérables ou nécessiteuses selon les textes régissant la CMU. Son application a débuté par la phase d'enrôlement suivant le prélèvement des cotisations. Selon Karim Bamba, directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM, ce sont près de 1700 personnes qui ont été enrôlées à ce jour sur 41 sites ouverts aux populations pour un total de 59.
En Côte d'Ivoire, ce sont 85 à 90% de la population qui ne bénéficie d'aucune couverture sociale. Ce système vient donc pallier ce déficit de soins. Monsieur le directeur général, la CEMU a démarré le 30 décembre dernier avec l'enrôlement du président Alassane Ouattara. Quel est le point de la situation aujourd'hui? Merci. Aujourd'hui, nous enregistrons plus de 4000 enrôlés au niveau des différents sites d'enrôlement qui sont ouverts. Au total, c'est un total de 59 sites. Nous avons ouvert effectivement 46 sites. Et le principe, c'est qu'au niveau de tous les chefs-lieux de région de notre pays, il y aura au moins un site. Et au niveau d'Abidjan, toutes les communes d'Abidjan seront dotées d'un site. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 6 sites au niveau d'Abidjan. Et ce chiffre-là passera rapidement la semaine prochaine à près de 9 sites. Au niveau d'Abidjan, c'est où? Dans quelle Au niveau commune? d'Abidjan, vous avez le plateau. Nous avons deux sites au plateau. L'ancien siège de la CNPS qui est en face de la mosquée. Et également au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie au rez-de-chaussée. À Yopougon, vous avez le lycée professionnel et le centre médico-social de la CNPS à Yopougon. Et au niveau de Cocody, pour l'instant, c'est le CBCG qui est ouvert, mais le lycée hôtelier recevra très bientôt un site. À Koumassi, il y a le centre de formation et bientôt Marcouri également va ouvrir. Quelles sont les pièces à fournir pour se faire enrôler? Les pièces à fournir sont simples. Il faut la carte nationale d'identité et un jugement, disons un extrait de naissance ou un jugement supplétif. Et pour ceux qui sont mariés, un acte de mariage. Et pour ceux qui travaillent, une attestation de travail. Et pour les retraités, une attestation ou un bulletin de pension. Maintenant, il peut arriver que l'assuré principal n'ait pas le temps de se rendre au lieu d'enrôlement. Il peut donc remettre une photocopie de son reçu d'enrôlement à ses ayants cause. J'aurais souhaité qu'on revienne un peu sur le coût de l'enrôlement. Je voudrais dire tout simplement que l'enrôlement est gratuit parce que déjà pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du panier de soins? Dans le reportage tout à l'heure, j'ai vu qu'une idée nous a été déjà donnée, mais je vais reprendre pour dire qu'au niveau du panier de soins, ce qui est prévu, c'est d'abord les consultations, les consultations médicales, les examens médicaux et de radio, les médicaments. Et de ce point de vue, je voudrais dire que la CMU mettra l'accent sur les médicaments génériques et les cas d'hospitalisation, n'est-ce pas, en cas de médecine ou de chirurgie. Mais par rapport à ce dernier élément, il y a des précisions. Il y a un resserrage qui est encore en train d'être fait. Comment seront identifiés les indigents? La question des indigents est une préoccupation constante, aussi bien dans notre pays qu'ailleurs. Il y a des études complémentaires que nous sommes en train de faire avec l'INS. Nous attendons les résultats des études sur le niveau de vie des ménages. Et à partir de ces données-là, des critères seront définis qui vont aboutir à une réglementation. Et sur la base des critères de cette réglementation, certaines catégories de la population bénéficieront du statut d'indigent. Et c'est ceux-là qui seront pris en charge par l'État du Côte d'Ivoire. Comment va se dérouler le processus de déploiement de la CEMU? Sur le terrain, on insiste là-dessus pour la population, une fois encore. Merci. Le processus de déploiement de la CMU a commencé par l'enrôlement. L'enrôlement qui nous permet de régler deux problèmes. Le problème de l'affiliation et de l'immatriculation. C'est une étape déterminante à la suite de laquelle nous allons passer, n'est-ce pas, à la production des cartes. Et c'est avec votre carte, si vous êtes immatriculé et si vous payez, n'est-ce pas, des cotisations, parce qu'après la carte, il faut payer des cotisations. Et c'est au vu de cela que vous pourrez bénéficier des prestations. Le bénéfice des prestations est la dernière étape du processus. Mais l'enrôlement est vraiment vital. À l'inauguration de la caisse, la CNAM, le Premier ministre vous a invité à appliquer les principes de la bonne gouvernance. Pourquoi? C'est juste, parce que nous sommes des institutions de prévoyance sociale qui faisons un appel à la solidarité. Parce que les contributions des uns et des autres, c'est dans le cadre de la solidarité. Ça engrange des moyens financiers et ces moyens-là doivent être très, très, très bien gérés. Et ce n'est pas pour rien que la Caisse nationale d'assurance maladie est une institution de prévoyance sociale. Et je voudrais profiter pour vous dire que les institutions de prévoyance sociale sont régies aujourd'hui par des normes, tant au niveau national qu'au niveau international, dans le cadre de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, dont j'ai l'honneur de diriger, n'est-ce pas, la commission de surveillance. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'indicateurs, de ratios qui doivent être pris en compte dans la gestion quotidienne. Je vous donne un exemple. Au jour d'aujourd'hui, il est recommandé que les prestations doivent
occuper, on doit consacrer au moins 65%, des contributions aux prestations. C'est-à-dire déjà que dans une institution où les charges administratives occupent 50% ou plus, c'est-à-dire déjà qu'il y a une mauvaise gestion. Donc nous avons tous les indicateurs nécessaires pour faire une gestion rigoureuse, transparente. Ça dit qu'il y a un besoin réel en Côte d'Ivoire pour qu'on lance cette opération? Le besoin, il est réel. Le besoin, il s'est cristallisé depuis les années 80. En tout cas, pour les populations de ma génération et avant, nous avons eu la chance de bénéficier dans nos structures de santé des soins de santé gratuits. Nous allons à l'hôpital, on nous consultait, on nous donnait des médicaments gratuitement. Mais depuis les années 80 à 90, avec la crise économique, eh bien, on a procédé au recouvrement des coûts de santé. Et bon, le résultat a été quoi? C'est que les populations devraient elles-mêmes payer, n'est-ce pas, les soins de santé. La conséquence, c'est que ça les a éloignés de nos centres de santé. Et donc, depuis cette date, la réflexion se développe pour essayer de trouver une solution alternative pour permettre à l'ensemble de la population de bénéficier de coûts de santé. Et la solution qui est proposée, c'est de le faire par la voie de la solidarité nationale. Et comme vous l'avez vu, à l'accession au pouvoir du président de la République, il y a eu le processus de la gratuité généralisée. Oui. Et on a vu l'ampleur du besoin. Nos centres de santé ont été envahis par nos populations. C'est dire que le besoin, il est réel. Alors, il faut aller dans le sens, n'est-ce pas, de la solidarité pour permettre à tout un chacun de nous de pouvoir bénéficier des soins de santé. Et là, je voudrais corriger quelque chose. Dans le reportage, j'ai entendu 10% de la population. Eh bien, en matière d'assurance maladie, en matière de couverture du risque maladie, seuls près de 5% seulement de la population ivoirienne bénéficie d'une assurance maladie. C'est-à-dire qu'on a 95% de nos citoyens qui sont sans couverture. Et c'est cette réponse-là que la CMU essaie d'apporter. Et le constat, c'est que l'enrôlement a commencé, il décolle difficilement. Vous avez un message à l'endroit de la population? L'enrôlement a commencé, il décolle difficilement, mais depuis nos dernières interventions, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a, n'est-ce pas, une bonne avancée. Donc le message que j'ai à lancer à la population aujourd'hui, c'est qu'il faut aller se faire enrôler. Et particulièrement pour cette population cible qui a été citée, les fonctionnaires, les travailleurs du secteur privé, les retraités des deux secteurs, les filières agricoles et VA palmiers, il faut aller, n'est-ce pas, se faire enrôler. Et par rapport aux travailleurs du secteur formel, je voulais dire ceci. Il faut se faire enrôler. Il faut se faire enrôler pour être immatriculé, pour pouvoir bénéficier des prestations. Parce que dans tous les cas, le processus qui est mis en place, l'assurance maladie est obligatoire, je l'ai dit. Et par rapport à ce secteur-là, si on n'est pas enrôlé, mais très bientôt, quand le processus de prélèvement de cotisation va démarrer, vous allez vous rendre compte que vous avez été prélevé. Donc, il faut aller se faire enrôler. Vous allez insister sur les points d'enrôlement pour terminer? Nous allons, oui, comme je l'ai dit, il y a au jour d'aujourd'hui 46 sites d'enrôlement. Et dès la semaine prochaine, je pense qu'on va passer à 49 sites. Les sites sont ouverts à la disposition du public, cible de démarrage. Il faut y aller et il faut se faire enrôler. L'enrôlement au départ, n'est-ce pas, du déploiement du processus de l'assurance maladie. Merci, monsieur le directeur général. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Et avec vous, nous avons parlé de la couverture médicale pour la population ivoirienne. Ainsi s'achève votre journal. Merci de votre fidélité. Merci à vous de nous avoir suivis.